Une ville comme Paris, comme n'importe quelle grande ville, c'est un peu un sismographe de tout ce qui se passe sur la planète. Qu'il s'agisse de guerre civile à l'autre bout du monde, qu'il s'agisse de changement climatique. Par rapport à ça, eh bien, nous devons être capables de construire une capacité de résistance. Bonjour à tous, dans cet épisode des podcasts de Paris en commun, on vous raconte tout sur la politique d'urbanisme de la ville de Paris. Comment est-ce qu'on reconquiert les grands espaces parisiens comme la Seine, la Petite Ceinture? Comment est-ce que l'on construit déjà aujourd'hui des bâtiments qui se passent de béton? Et pour répondre à toutes ces questions, nous recevons Jean-Louis Misica, adjoint à la maire de Paris en charge de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité. Bonjour. Bonjour. La politique d'urbanisme de la ville de Paris part d'un constat assez simple, mais qui mérite tout de même d'être rappelé. Le fait que Paris a vécu ces dernières années et va vivre de manière récurrente des événements climatiques extrêmes et des traumatismes. Alors, vous introduisez le concept de résilience. Qu'est-ce que c'est une ville résiliente? Une ville résiliente, c'est une ville qui est capable de surmonter les traumatismes qu'elle subit. Alors, c'est quoi les traumatismes qu'une ville peut subir? Ça peut être des choses très très différentes. Ça peut être des traumatismes climatiques. Par exemple, Paris a connu deux crues vraiment significatives ces dernières années, en 2016 et en 2018. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, les dernières crues de cette ampleur, là, il y en a une qui était dans les années 80 et celle d'avant dans les années 1910. Donc, c'est vous dire si deux crues de cette importance à intervalle de 2 ans, c'est quand même tout à fait exceptionnel. Vous avez des vagues de froid, parce qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique, mais il faut savoir que la vérité, c'est qu'il y a un dérèglement du climat et qu'il peut y avoir des vagues de froid glacial, par exemple. Il y a eu un épisode l'année dernière qu'on a appelé Paris-Moscou, qui a été un épisode particulièrement froid à Paris et en France. Mais vous avez aussi les pics de chaleur et ce record atteint cet été où on a dépassé les 43 degrés. Mais nous savons qu'une ville doit être capable de surmonter ces épisodes extrêmes, cette violence climatique. Après ça, vous avez toujours dans la capacité à surmonter les traumatismes des phénomènes comme les attentats. Là aussi, ce sont des traumatismes qu'il faut surmonter et qui modifient la ville parce que après ces événements, il y a eu toute une série de décisions qui ont été prises, décisions tout à fait normales. Dont certaines ont changé quand même un peu l'apparence de la ville. Les portiques de contrôle dans tous les lieux, que ce soit les musées, les théâtres, etc., qui ont créé des queues dans l'espace public. La grande muraille de verre que nous avons installée autour de la Tour Eiffel à la demande de la préfecture de police, ou les systèmes anti-béliers qui empêchent que des esplanades piétonnisées euh, risquent d'être attaquées par des camions. Bref, la ville change, elle change imperceptiblement. Donc vous parliez du dérèglement climatique. Paris fait partie de ces villes qui ont pris l'accord de Paris pour le climat au sérieux et qui ont même décidé de l'appliquer. Pour le mettre en œuvre, vous mettez en place ce que vous appelez un urbanisme de restauration écologique. Qu'est-ce que ça signifie? La restauration écologique, c'est une pratique qui a été d'abord inventée pour des espaces naturels. Quand un fleuve est pollué, quand une forêt a brûlé, quand des espaces sont abîmés, on parle de restauration écologique parce qu'on va mettre en œuvre un processus de régénération, de reconstruction, de réparation écologique. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand on applique ça à une ville? La restauration écologique urbaine, c'est quelque chose qui consiste à se rendre compte que nos villes, elles ont été orientées dans des directions très particulières au 19e et au 20e siècle. Toute la place qui a été faite à la voiture, le fait que ces villes sont très minérales et très peu végétales, le fait qu'on ait construit des autoroutes urbaines à l'intérieur de ces villes, le fait que la biodiversité n'a pas été un sujet de préoccupation. Et donc, cette restauration écologique, elle a des principes simples. Ça consiste à donner plus de place aux piétons et aux cyclistes dans l'espace public et donc moins aux voitures, parce que l'espace public n'est pas extensible. Donc, les gens qui nous expliquent que on peut faire cohabiter sans difficulté les voitures et les cyclistes sont des magiciens, mais nous, on constate simplement que si vous voulez faire circuler
des cyclistes rue de Rivoli, eh ben, il faut prendre un peu de place aux voitures, augmenter la part du végétal, faire en sorte que le végétal soit orienté vers le rafraîchissement de la ville et la préservation de la biodiversité. C'est tout cela l'urbanisme de restauration écologique. Quels sont du coup les grands chantiers que vous avez enclenchés? Alors, nous avons lancé des chantiers qui sont de nature diverse en fonction justement des traumatismes vécus par la ville. Sur la débitumisation, nous avons lancé une pratique qui consiste à débitumer là où c'est possible. Nous avons également piétonnisé les voies sur berge. C'est quand même 100 000 mètres carrés d'espace qui est rendu aux piétons, rendu aux cyclistes et rendu à la biodiversité. Sur la petite ceinture, nous avons trouvé un accord avec la SNCF pour ouvrir à la promenade publique pas moins de 90 000 mètres carrés de cet espace tout à fait extraordinaire qu'est l'espace de la petite ceinture. Nous avons lancé des projets de forêt urbaine sur le parvis de l'Hôtel de Ville, à la gare de Lyon, sur la place Henri Freinet. Nous avons également lancé le programme qu'on a appelé des 7 places, dont la place de la Bastille et la place de la Nation, mais également la place d'Italie ou la place Gambetta. Ce programme, ça consiste à appliquer l'ensemble des règles que je viens d'énoncer, c'est-à-dire plus de place pour les piétons et pour les cyclistes, donc moins pour les voitures, plus de végétalisation, plus de biodiversité, une approche en termes de rafraîchissement et de confort. L'idée, c'est que les places publiques cessent d'être des lieux de passage et deviennent aussi des lieux de vie où les gens se sentent bien et peuvent s'installer. Et puis, il y a ce que moi j'appellerais la réparation des grandes erreurs commises au moment du tout automobile. L'exemple que je donne souvent, c'est celui du quartier Montparnasse. Quartier Montparnasse, avec la tour Montparnasse, avec la radiale Vercingétorix, avec cet énorme centre commercial qui bloque la vue quand on est rue de Rennes. C'est vraiment un quartier qui a été conçu à une époque où on voulait faire 8 autoroutes urbaines qui zébraient Paris. Et notamment une qui allait du sud au nord de Paris. Et c'est ce que certains ont appelé un urbanisme de dalle, où on sépare en quelque sorte les flux de voitures des flux de piétons. Cet urbanisme de dalle, quelles qu'aient été ses qualités intrinsèques à l'époque, il pose un immense problème, c'est qu'il déconnecte le quartier du reste de la ville. On n'est plus de plein pied, on n'est plus dans la rue. Et donc, ce que nous avons lancé à Montparnasse, c'est un projet de transformation où la rue de Rennes est prolongée jusqu'à la tour Montparnasse, où la gare est reconnectée à son quartier et la tour Montparnasse reconnectée à son quartier, où on crée là aussi une forêt urbaine qui permet, et où les différents niveaux, celui de plein pied dans la rue et celui de sous-sol, sont reconnectés de façon à retrouver ce qu'on pourrait appeler un schéma haussmannien parisien, c'est-à-dire un schéma d'îlot urbain. Maintenir le cap de la transition écologique, c'est aussi construire mieux. Et vous donnez un chiffre assez étonnant. Vous dites que dans la crèche de la rue Bourdon, qui a été rénovée dans le 12e, 97% des déchets issus de la déconstruction sont recyclés. Oui, le chiffre a l'air très impressionnant, mais en réalité, vous vous rendez compte que tout déchet peut être potentiellement une ressource. Et que quand on regarde un bâtiment et que l'on commence à décomposer les différentes parties de ce bâtiment, que ce soit le gros œuvre ou le second œuvre, eh bien, une poignée de porte, ça peut se réutiliser, une porte, ça peut se réutiliser, un lavabo, ça peut se réutiliser, mais un plancher et un plafond aussi, un faux plafond également, des ampoules électriques également, etc. Donc en réalité, quand vous regardez un bâtiment, plutôt que de le démolir, si jamais il faut le démolir, le plus sage est non pas de le démolir, mais de le déconstruire pièce par pièce, parce que chacune de ces pièces peut être réutilisée. La démonstration que nous avons faite dans cette école, c'est justement cela.
c'est qu'en réalité, il est possible de conserver l'essentiel d'un bâtiment quand on décide de le transformer. Donc nous militons pour deux choses. Nous militons pour le réemploi des matériaux, le réusage des matériaux, si possible sur place, mais quand ce n'est pas possible, ailleurs. Mais on milite également pour la réhabilitation des bâtiments plutôt que leur démolition-reconstruction. Pourquoi? Parce que l'empreinte carbone d'une démolition, elle est considérable. D'abord, ça crée énormément de déchets. Vous savez que 70% des déchets produits en Île-de-France sont des déchets du bâtiment et des travaux publics. Et l'on sait que si jamais on raisonne en termes d'empreinte carbone sur la durée de vie complète d'un bâtiment, en tenant compte éventuellement d'une démolition, eh bien, la réhabilitation est toujours plus performante que la démolition-reconstruction. Et troisième élément, quand on construit du neuf, ou même quand on surélève ou qu'on transforme, eh bien, il vaut mieux utiliser des matériaux biosourcés plutôt que des matériaux du type béton, tout simplement parce que le béton est un matériau dont l'empreinte carbone est considérable, plus le fait que le sable qu'utilise le béton est une ressource rare, parce que c'est un sable de nature particulière, mais le ciment qui participe à la fabrication du béton représente 7 à 8% de l'empreinte carbone annuelle à l'échelle de la planète. Et toujours dans cette logique de construire mieux, la mairie de Paris a lancé une petite révolution avec Réinventer Paris. Oui, écoutez, comment est-ce que la ville, ou les villes d'ailleurs, parce que ce n'était pas seulement Paris, avaient l'habitude de vendre leur foncier avant Réinventer Paris, tout simplement aux enchères et aux plus offrants. Donc c'était celui qui faisait le plus gros chèque, qui récupérait le foncier, et là-dessus, il pouvait faire ce qu'il voulait. Enfin, ce qu'il voulait dans le cadre du plan local d'urbanisme. Mais les villes avaient quand même une fâcheuse tendance à s'intéresser beaucoup à leurs équipements publics, à s'intéresser quand même pas mal aux bâtiments qui étaient construits dans les zones d'aménagement concerté. Mais en revanche, tous ces bâtiments qui étaient construits au fil de l'eau, dans ce qu'on appelle le diffus, sur des sites possédés par la ville, eh bien, elles s'en désintéressaient complètement. Et qu'est-ce qu'a été Réinventer Paris? Ça a été une autre manière, une manière profondément différente d'organiser la cession du foncier ou la mise à disposition du foncier public. Non pas au plus offrant, mais tout simplement au meilleur projet, au projet le plus innovant, le plus durable, avec la plus forte dimension d'intérêt général. Alors, bien évidemment, une fois qu'on a dit ça, il faut être capable de définir ce que c'est qu'un meilleur projet, parce que l'avantage de l'argent, c'est que ça permet de dire celui-là rapporte plus que celui-là, et donc on peut les classer facilement. Et donc nous avons vraiment travaillé dur pour essayer de définir des critères de jugement sur les différentes formes d'innovation que l'on peut attendre sur un projet urbain ou un projet architectural. Et nous avons demandé que des équipes pluridisciplinaires, pas seulement composées de promoteurs et d'architectes, mais également avec des paysagistes, des jardiniers, des agriculteurs urbains, des artistes, des chercheurs et des utilisateurs finaux, viennent et proposent des projets un peu différents. Voilà. Il se trouve que l'industrie de la promotion immobilière était restée un peu à l'écart de la révolution de l'économie de l'innovation, alors même que c'est un secteur qui a absolument besoin d'innover, parce que c'est un secteur où les gains de productivité sont nuls, voire négatifs, et où les coûts n'arrêtent pas d'augmenter, et où la durée des projets est de plus en plus longue. Et donc, si nous voulons pouvoir loger tous les gens qui attendent un logement, il faut faire plus vite, il faut faire moins cher. Et en même temps, il faut faire de meilleure qualité et respectueux de l'environnement. Donc, si vous voulez, c'est ça le cahier des charges aujourd'hui de la promotion immobilière. Et Réinventer Paris a été un accélérateur de cette prise de conscience qu'il fallait changer de paradigme dans le domaine de la construction, qu'il s'agisse d'ailleurs de logements, d'équipements publics ou de bureaux ou de commerce. Est-ce que vous avez des exemples de projets issus de Réinventer Paris qu'on peut voir aujourd'hui dans les rues? Alors oui, on a les premières livraisons, rue de la Bûcherie, dans le 5e arrondissement. On a un très joli projet dans le 15e arrondissement, les Bains-Douches Castagnari, où c'est un immeuble 100% en bois, structure bois,
qui surplombe et respecte un très joli bâtiment des années 30 de bain-douche et qui est consacré au co-living et au co-working. Donc c'est vraiment un projet très, très intéressant. Il y en a des dizaines d'autres. Il y a la ferme du Rail dans le 19e arrondissement. Il y a Sully-Morland dans le 4e arrondissement. Il y a réalimenter Masséna dans le 13e arrondissement. Il y a un projet avec une façade bioclimatique faite de microalgues dans le 13e arrondissement. Il y a vraiment de très très jolis projets et des projets qui n'auraient pas pu avoir lieu, qui n'auraient pas pu trouver leur modèle économique si on n'avait pas mis en place une procédure de cet ordre. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et dans votre entourage, mais surtout, abonnez-vous au podcast de Paris en commun sur votre plateforme préférée, Apple Podcast, Deezer, Spotify, SoundCloud, Google Podcast ou Magellan, en tapant Paris en commun dans votre barre de recherche. À bientôt!